Bonjour, je m'appelle Madame Orso, donc je suis directrice de l'agence de voyage francophone en Mongolie. J'organise des voyages depuis 30 ans via mon agence. Donc j'ai décidé de faire ce petit vidéo pour donner des conseils à des gens qui souhaitent voyager en Mongolie, aussi bien par notre agence que par d'autres agences. Ou alors, si vous comptez tout simplement de voyager en Mongolie par vous-même, j'espère que les informations que je vais vous donner vont être utiles pour vous d'une manière ou d'une autre. Donc, les premiers conseils que je peux vous donner, d'abord, vérifiez si vous avez décidé de voyager en Mongolie, vérifiez la validité de votre passeport. Parce que des fois, on décide de partir en Mongolie, on s'est pas rendu compte, et puis le passeport est déjà expiré. Et donc, du coup, on peut très bien se retrouver dans un état imprévu qui pourrait être embêtant pour vous. Donc du coup, dès que vous souhaitez partir à l'étranger, vérifiez la validité de votre passeport. Deuxièmement aussi, on va rester dans le sujet de formalité. Normalement, le gouvernement de Mongolie a décidé d'abolir l'obligation d'avoir le visa pour les ressortissants étrangers jusqu'à fin 2025. Donc je ne sais pas si cette décision va être reconduite après. En tout cas, pour l'instant, jusqu'à fin 2025, vous pouvez visiter la Mongolie euh, sans avoir l'obligation d'avoir le visa. Et après, au-delà de cette période, si vous regardez, visionnez ce vidéo plus tard que fin 2025, n'hésitez pas à vous renseigner pour avoir par rapport à l'obtention de visa. Ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est par rapport à la vaccination. Donc, il n'y a pas de vaccination obligatoire. La Mongolie peut très bien accueillir des personnes qui ne sont pas forcément vaccinées. Il n'y a pas forcément de risque grave que vous allez rencontrer en termes de l'état de santé, etc. Donc, du coup, quand même, vous pouvez vous renseigner par rapport à votre spécificité de votre propre état de santé. Après, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est les billets d'avion. Alors la Mongolie, entre la France et la Mongolie, malheureusement, il n'y a pas de vol direct. Même si c'est en cours de discussion, etc., il y a très peu de compagnies. Il n'y a quasiment aucune compagnie occidentale qui dessert la Mongolie. Donc pour l'instant, il n'y a que Turkish Airlines. Et puis une compagnie mongole qui s'appelle Amiat qui fait une liaison directe au départ de l'Allemagne, Francfort, mais il n'y a pas de liaison directe avec la France. Donc comme il y a très peu de vols qui lient entre la France et la Mongolie, les billets d'avion coûtent relativement cher. Avant, il y avait la compagnie russe qui servait très bien, mais maintenant, il n'y a plus d'avions entre la Russie et la France. Donc du coup, il n'y a que deux compagnies. Avec Air China éventuellement en passant par Pékin, mais les horaires sont plus compliqués. C'est pour vous dire qu'en fait, si vous décidez de partir en Mongolie, réservez vos billets d'avion le plus tôt possible. Comme ça, vous pouvez bénéficier de tarifs intéressants, etc. Donc du coup, après, prenez aussi toujours une assurance annulation, parce qu'en fait, même si ce sont des choses qu'on achète en espérant de ne pas utiliser, mais quand ça s'avère utile, en fait, on est couvert par rapport à la compte que vous aurez payé à l'agence organisatrice éventuellement, et puis après aussi, si vous avez acheté vos billets d'avion à l'avance, vous êtes sûr d'être remboursé, mais il faudra étudier aussi les cas. C'est pas automatiquement remboursé, je crois qu'il y a des cas spécifiques qui sont bien couverts. Donc renseignez-vous auprès de votre assureur. Après, par rapport au choix d'itinéraire, souvent les gens ils nous écrivent en disant que oui, ils voudraient découvrir la Mongolie en peu de temps, beaucoup de paysages et tout ça. En fait, c'est une erreur parce qu'en fait, la Mongolie, c'est un pays 3 fois plus grand que la France. Il y a très peu de routes asphaltées qui facilitent le déplacement rapide. Donc, souvent, vous allez euh, voyager avec les 4x4. Donc, les 4x4 dans les steppes sur des routes non goudronnées, souvent, ça avance rarement plus de 50-60 km/h.
Donc, ne cherchez pas à faire des grands voyages en peu de temps. Si, par exemple, vous avez que 15 jours sur place, bah, essayez de privilégier plutôt une région en particulier. Soit c'est en Mongolie centrale, bah, maximum éventuellement le désert de Gobi avec la Mongolie centrale, mais pas plus parce qu'en fait, à moins de vouloir rouler 10 heures par jour, qui sera plutôt fatigant et puis qui va plutôt être une contrainte pour vous, il vaut mieux choisir et puis rester à un endroit, savourer, visiter la population locale, imprégner du calme des steppes. C'est vraiment un conseil important que je pourrais vous donner. Après, en tant que ben, la Mongolie, c'est un pays aussi qui est pas fait forcément pour être visité en individuel, en autonomie, parce qu'en fait, c'est un pays qui a très peu d'habitants, il y a une grande distance, et donc du coup, vous n'avez pas automatiquement tous les jours des transports en commun qui vous ramèneraient d'Ulaanbaatar, par exemple, là où partout où vous allez. Donc, bah, il n'y a que des grands axes routiers entre les grands districts et tout ça, c'est relié par des transports en commun qui s'organisent, mais sinon, c'est souvent, il faut avoir un véhicule en individuel, c'est pour ça qu'en fait, euh, on vous conseille souvent de voyager avec une agence locale. Si possible, par exemple, intégrer un petit groupe. Par exemple, chez Orso Voyage et puis chez d'autres voyagistes, ben, le groupe ben, ne dépasse pas trop euh, de 10 personnes, par exemple. 10 personnes, c'est vraiment ben, un petit groupe qui est sympathique d'ailleurs, qui choisissent une date en particulier, qui sont des individuels comme vous qui souhaitent participer à un voyage en Mongolie. Après, il y a aussi le guide francophone. Alors en fait, moi j'ai appris le français il y a 30 ans, donc à mon époque, ben, la Mongolie s'ouvrait que à l'étranger, donc après le communisme, et donc du coup on était nombreux à être curieux d'apprendre les langues étrangères comme le français, l'allemand, l'anglais, etc. Sauf qu'en fait, ces derniers temps, ben, en fait, les langues, c'est devenu plutôt un outil, c'est pas du tout un professionnalisme. Donc, du coup, vous avez, par exemple, les grandes universités d'Ulaanbaatar, ils ont fermé ben, les départements d'études de la francophonie, malheureusement, et aussi d'autres langues, ce qui fait que, en fait, ben, malheureusement, il y a de moins en moins des gens qui parlent français qui pourraient vous servir aussi d'interprète lors de votre voyage en Mongolie. Et puis après, ben, la particularité du tourisme en Mongolie, c'est qu'en fait, ça ne marche que quasiment en été. À partir du mois de juin jusqu'à à peu près fin septembre. Donc en fait, euh, pour beaucoup de guides interprètes francophones, compter sa vie uniquement sur le tourisme, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc du coup, ben, euh, faire, ils font souvent d'autres travails ben, tout le reste de l'année, ce qui fait que ben, c'est difficile, ça devient d'ailleurs de plus en plus difficile pour des agences comme nous de recruter des guides francophones, mais bon, après, vous avez des habitués. Ben, heureusement, ben, nous, chez nous, par exemple, ben, vous avez des guides fidèles qui travaillent depuis 30 ans, 20 ans, et puis c'est grâce à eux que on assure ben, la qualité de nos voyages. Donc sachez que ben, c'est mieux pour vous de réserver un voyage via des agences et puis s'aventurer aussi tout seul, ben, c'est un peu compliqué parce qu'en termes de transport, vous n'aurez pas de transport à votre convenance et puis vous ne trouverez pas euh, de location de véhicules en autonomie. Donc en Mongolie, c'est la particularité de notre infrastructure. Alors après, en termes d'équipement, ben, en fait, nous, on fournit une liste d'équipements ben, à conseiller. Donc, vérifiez bien avant de partir ben, si vous avez tout. Ben, par exemple, même si vous visitez la Mongolie en été, on vous recommande d'avoir un bonnet, des gants, etc. Ben, vous n'en aurez pas besoin
longtemps, mais le matin, par exemple, la fraîcheur matinale, et puis le soir, autour du feu et tout, vous êtes bien content d'avoir, par exemple. Et donc, vous avez la petite liste des équipements à ramener, comme une lampe frontale, des choses comme ça, une petite pharmacie locale, ça s'avérerait très utile. Donc, il faut demander et penser toujours à votre agence de vous fournir une petite liste de documents, d'équipements à ramener avant votre départ. Alors après, on me demande souvent, vous avez souvent dans les vols internationaux, vous avez droit à 23 kilos. Donc sur les vols locaux, par exemple, vous avez droit entre 10, je crois que c'est 10, entre 10 et 15 kilos, ce qui fait qu'en fait c'est un peu limité, même si vous pouvez payer le supplément de bagage, qui n'est pas très cher d'ailleurs, hein. C'est, je crois que c'est l'équivalent de 2 ou 3 euros par kilo. Sachez qu'en fait les vols internes, les bagages autorisés dans les soutes, c'est limité à 15 kilos maximum. Donc au-delà de 15 kilos, prévoyez d'avoir, de payer un petit peu de supplément, mais sinon, prévoyez aussi de laisser quelques affaires dans notre campement des yourtes ou au secrétariat. Les choses que vous n'avez pas forcément besoin lorsque vous partez dans les steppes, vous pouvez les laisser chez nous. Alors, après, en termes de climat, il y a une grande amplitude thermique entre le matin et la journée. Dans la journée, bien évidemment, il peut faire chaud. Donc, comme c'est à l'altitude, le climat est souvent très variable. C'est un peu comme en montagne en France, d'ailleurs, c'est à peu près la même chose. Donc, du coup, prévoyez quand même avoir des habits chauds, même si vous partez en plein été. Après, si vous voulez voyager par exemple en hiver, moi j'aime beaucoup organiser des voyages en hiver. Bon, il y a très peu de gens qui sont intéressés pour partir en hiver parce que, en fait, c'est un climat, en termes de climat, ça descend jusqu'à toujours -20. Il n'y a jamais plus de -20. Donc, c'est un froid sec, donc du coup, c'est supportable. Mais par contre, il faut aimer le froid, il faut aimer aussi cette période qui est particulière, il faut aimer aussi l'ambiance que vous allez trouver, il faut être bien équipé aussi. Mais par contre, si vous souhaitez voyager en hiver, n'hésitez pas à acheter des équipements sur place en Mongolie en arrivant. Parce qu'en fait, maintenant, de plus en plus, vous avez sur les marchés des vêtements thermiques qui sont très très bien adaptés, qui sont beaucoup moins chers qu'en France. Comme ça, vous aurez fait travailler le commerce local. Après, en termes de sacs de couchage, donc en fait, à moins que vous allez passer votre voyage dans des hôtels, dans des grands axes routiers qui ne représentent aucun intérêt, moi j'espère et que je vous conseille quand même de dormir en tente, dans les steppes, en pleine nature. C'est vraiment le charme de la Mongolie, la particularité des steppes, et puis aussi d'être accueilli aussi chez les éleveurs, c'est vraiment quelque chose que vous allez chercher, ça fait partie de votre voyage, ça fait partie de votre aussi recherche personnelle, de ressentir ça. Donc, plutôt que chercher un confort dans les hôtels ou des choses comme ça, prévoyez des hébergements en yourte. Même les yourtes, tout ça, c'est souvent dans des lieux connus, touristiquement connus, on va dire. Donc après, si par exemple vous faites appel à des agences, nous par exemple chez nous, chez Orso Voyage, on va faire en sorte plutôt de vous faire dormir dans les yourtes confortables tous les 3-4 jours, mais un peu plus spacés, ça dépend des grands espaces. Par exemple, dans l'Altaï et tout ça, il n'y a aucune structure touristique. Donc, du coup, vous allez dans le Khenti, dans des contrées comme ça sauvages, vous n'avez pas autre choix autre que dormir sous tente. Et à ce moment-là, il faut avoir un bon duvet. Donc, les duvets, souvent, vous pouvez acheter des duvets qui sont chauds, qui tiennent chaud, qui puissent tenir moins, dans les degrés moins, etc. Mais après, en Mongolie, ça prend de la place. Et donc, moi,
On a mis en place avec nos collègues une location de duvets qui sont lavés et qui sont nettoyés à chaque fois après les locations. Donc, vous pouvez le louer pour 25 € durant la totalité de votre séjour en Mongolie. Donc ça prend pas de place. Vous pouvez louer sur place, mais par contre, c'est payable directement sur place quand vous allez vous présenter le premier jour dans le campement de yurts. Alors après, on me pose souvent des questions sur les batteries. Est-ce qu'on peut aussi charger les, les batteries, les téléphones portables, les appareils photo, etc. Oui, dans les campements des yurts, là où il y a l'électricité, vous pouvez recharger. Mais par contre, si vous dormez dans les tentes, si votre voyage se passe dans des coins très lointains, tout ça, il vaut mieux prévoir les plus d'autonomie en termes de batterie possible. Par exemple, 2 ou 3 batteries. Il faut voir aussi si c'est autorisé à être transporté dans les soutes, parce que certaines compagnies, je crois qu'ils ils interdisent de transporter certains types de batteries externes, même dans les soutes, je crois. Donc, je pense que c'est important que vous renseignez sur ce sujet. Après, vous verrez en Mongolie qu'en fait, depuis 30 ans, la Mongolie, depuis qu'elle est ouverte au tourisme et puis à la société de consommation, il y a un grand problème qui est posé, c'est le problème de déchets. Nous, on organise souvent, chez Orso Voyage, les récoltes, les ramassages de déchets dans les steppes, tout ça, mais malheureusement, comme il n'y a pas de mécanisme de déchets et tout, en fait, la Mongolie n'a pas trouvé d'autre choix autre que les mettre dans les décharges qui sont souvent à côté des grandes villes. Donc, en fait, pour ne pas contribuer à amplifier ces déchets qui sont en plein air, moi, je vous conseillerais d'amener surtout votre gourde et puis de faire confiance aussi à l'agence locale qui vous distribue de l'eau filtrée. Si vous avez de l'intestin fragile, des choses comme ça, n'hésitez pas à ramener aussi votre pastille là, pour purifier l'eau et tout. Mais moi, je conseille souvent aux gens, si vous n'avez pas de problème particulier intestinal, buvez de l'eau vivante. Parce qu'en fait, la Mongolie, c'est un des seuls pays où on peut boire encore dans des rivières, dans des ruisseaux, dans des sources d'eau, des choses comme ça. C'est pas forcément industrialisé, donc l'eau reste encore vivante, énergisée. Donc profitez bien de l'eau, de ces eaux vivantes. Alors donc, évitez surtout d'utiliser des bouteilles en plastique, d'acheter aussi en grande quantité de l'eau. Nous, on utilisait avant, mais bon, après, on a supprimé ça parce qu'en fait, ça amplifie des déchets. Donc, nous, on n'a pas le choix autre que vous distribuer de l'eau filtrée, qui marche d'ailleurs très très bien. D'ailleurs, moi, j'ai pas eu de problème depuis 5 ans, des gens qui ont souffert de ça. Donc, bon, ça pourrait être un peu difficile pour vous au début, mais vous allez vous habituer et comprendre aussi notre problématique de la Mongolie en termes d'écologie. Après, on me pose des questions souvent en termes d'alimentation. En fait, il y a de plus en plus de végétariens qui arrivent en Mongolie. Je comprends tout à fait parce qu'en fait, par rapport aux abattoirs dans les pays occidentaux et puis par rapport aussi au traitement d'animaux, il y a de plus en plus des gens qui refusent de manger de la viande. Mais par contre, en Mongolie, nous, on est un grand pays d'élevage. C'est un peu difficile de vous garantir des bonnes qualités de repas sans viande et tout. Si vous décidez, si vous acceptez des repas, par exemple, simples, mais bien cuisinés, sans viande, avec des ingrédients de base, par exemple du riz, des pâtes, d'ailleurs qui sont très bien cuisinés avec des pommes de terre, des légumes, des choses comme ça, en fait, il faudra nous prévenir à l'avance. D'ailleurs, ça fait partie aussi de formulaire d'inscription. On vous demande est-ce que vous mangez de la viande, est-ce que vous mangez pas de viande et tout ça. Donc, vous pouvez quand même venir si vous avez un régime alimentaire strict en termes d'utilisation de la viande. Mais par contre, pendant 15 jours, si vous pouvez aussi accepter de manger de la viande, c'est ce que je vous conseille parce que en fait, nous, on est un grand pays d'élevage. On n'a pas forcément une tradition d'agriculture. Donc, en fait, pendant 15 jours, je vous conseillerais de manger
dans la mesure du possible, de la viande comme les Mongols. Alors après, on me demande aussi les gens qu'est-ce qu'ils peuvent ramener en termes de cadeaux et tout. Ben, souvent, c'est super parce qu'en fait, ben, c'est ce que les Mongols ils me demandent aussi quand ils viennent en France. Qu'est-ce qu'ils peuvent ramener, des choses comme ça et tout. Ben, c'est toujours un peu compliqué de répondre, mais par contre, si vous avez par exemple, moi j'ai amené ici une louche que j'aime bien, que j'ai acheté il y a quelque temps dans une brocante. Une brocante qui était très bien parce qu'en fait, bah, ça c'est en fer et puis après bah, c'est en aluminium. Vous avez aussi quelque chose qui permet de l'accrocher et tout. Donc ça, si vous le donnez ça, si vous trouvez quelque chose comme ça dans les marchés et puis si vous distribuez, enfin vous pouvez donner ça à l'éleveur, c'est toujours un très très bon cadeau. Après, si vous avez des bidons de lait, moi j'aime bien acheter aussi des choses comme ça. Je suis toujours très contente de le trouver dans les euh, brocantes. Souvent, c'est un très très bon cadeau pour les éleveurs et puis pour euh, des dames des steppes parce qu'en fait, c'est toujours utile. Je pense que ça finira jamais à être utile. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je pourrais vous donner comme conseil, mais on me demande aussi, est-ce que vous avez des consignes à nous apprendre en termes de conduite sous la yourte, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, en fait, en Mongolie, on nous apprend dès le jeune âge certains types de conduite, et puis on le fait automatiquement à un point que c'est devenu quelque chose de très naturel pour nous. Et donc, après, on ne se rend pas compte parce que ça a été toujours comme ça pour nous, donc c'est un peu compliqué de conseiller. Mais après, par exemple, certains gens, en pensant bien faire, les papiers toilettes, ils voudraient les brûler dans le feu du foyer. Donc ça, c'est une très grande erreur et vous allez jamais être apprécié et personne ne va jamais comprendre parce qu'en fait, tous les feux chez nous, c'est sacré. Donc, soit les papiers toilettes que vous aurez utilisés, vous le mettrez, enfin, vous le brûlez, ou alors vous le mettrez dans dans la poubelle locale, sachant qu'en fait, le brûler, bon, c'est une meilleure option, mais vous faites du feu individuel, euh, en essayant bien évidemment de faire attention à ne pas mettre du feu, parce que des fois, quand il n'a pas beaucoup plu et que les steppes sèchent, il y a souvent des problèmes d'incendie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et puis après voilà, en fait, ça fait 30 ans que j'organise des voyages. Souvent les voyages, ça se passe très bien. Moi, je suis toujours très heureuse et puis, je remercie aussi à tous les clients qui ont fait confiance à Arso Voyage. D'ailleurs, la particularité, du tourisme en France, c'est qu'en fait, contrairement à certains types de pays où il y a que des grosses agences, de référence qui sont très peu nombreuses et puis qui organisent des voyages, hem lointaines, des choses comme ça, en fait, en France, on a cette particularité où il y a beaucoup de petites agences qui ont des petites spécialités. Moi, je trouve ça super et c'est vraiment typique français et qu'il faut tout faire pour garder. Quelque part, ça montre aussi la confiance des Français qui n'ont pas forcément des problèmes à faire confiance à des petites agences comme la mienne. D'ailleurs, Or ce voyage existe parce que, en fait, tous les clients que j'ai connus, ils hésitent pas de faire confiance à des petites agences comme la mienne. S'ils faisaient uniquement confiance à des grosses agences, en fait, nous, ça nous donnerait pas de la possibilité d'exister en tant que petite agence. Donc du coup, cette valeur de la nation française, cette confiance que vous accordez à des petites agences, il doit être cultivé aussi. Donc c'est une valeur que j'apprécie beaucoup auprès des clients francophones et françaises. Voilà, donc je vous remercie et puis j'espère que ça a été bien utile, cette petite vidéo et que je vous souhaite un très beau voyage. Ah oui, il y a un truc que je voulais vous dire aussi, il y a un adage aussi, l'équivalent en mongol, c'est que euh, on amène, on trouve dans l'auberge espagnole ce qu'on amène. Donc plutôt que chercher euh, quelque part un bon service, une bonne prestation,
connus, etc. Moi, je vous conseillerais plutôt de venir en Mongolie avec une curiosité, avec un état d'esprit ouvert, avec aussi un enthousiasme, parce que vous avez sans doute rêvé de la Mongolie, vous avez économisé de l'argent, c'est un voyage important pour vous, donc n'hésitez pas à aussi de vous inscrire dans cet état d'émerveillement, parce qu'en fait, pour nous qui est sur place, qui organise votre voyage, c'est très agréable de recevoir des personnes qui sont enthousiastes, qui nous font confiance, qui rigolent avec nous, qui sont vraiment très ouverts d'esprit et puis qui comprennent tout à fait, même s'il y a des choses qui comprennent pas et tout, mais qui sont prêts à comprendre, qui sont ouverts et tout, avec le cœur ouvert. Pour nous, c'est vraiment un cadeau. Alors qu'en fait, si euh, c'est de l'autre côté, ben, c'est un peu compliqué. Voilà, donc moi je vous souhaite un très beau voyage et puis bon voyage en Mongolie.